Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver sur François pour un nouvel entretien essentiel avec aujourd'hui un invité de marque, Michel Maffezoli. Bonjour. Bonjour. Bonjour monsieur, vous êtes professeur émérite à la Sorbonne, vous avez enseigné plusieurs décennies dans cette émérite institution. Vous êtes l'auteur aussi de L'ère des soulèvements aux éditions du CERF, un livre dans lequel vous parlez de totalitarisme doux. Pouvez-vous nous expliquer ce que vous entendez par là ? Peut-être je n'aurais-je pas dû dire totalitarisme doux, mais totalitarisme dur et violent. Mais enfin, il s'est trouvé que dans les années 70, quand je faisais ce qu'on appelait à l'époque la thèse d'État, c'est-à-dire la grande thèse, c'était un moment où je faisais une critique du progrès et de l'idéologie du service public. Voilà. Et d'une certaine manière, ce que je disais à l'époque, je vous prie de m'excuser de le rappeler ici, avait un petit côté un peu prophétique. C'était en 72, 73, donc vous voyez, il y a longtemps. Et à ce moment-là, je rappelais que dans le fond, il y avait dans nos sociétés quelque chose qui était de l'ordre de l'hygiénisme, une asepsie de la vie sociale, une rationalisation de cette vie sociale, et prenant le contre-pied de ce qu'était le totalitarisme soviétique ou le totalitarisme nazi, je disais que c'était la même structure, mais que c'était plus doux. Voilà. Mais la logique restait identique, c'est-à-dire que dans le fond, une petite caste, ce que j'appelle ici la caste, une élite médiatico-politique, c'est ce qui est bien pour le peuple. Voilà ce que j'appelais ce totalitarisme, ce qui fait que d'une certaine manière, ce qu'on appelle l'idéologie du service public, c'est que tout simplement cette caste-là met le public à son service. Voilà. Et donc c'est un peu ce que je développais sous le thème du totalitarisme doux. Et je considère qu'actuellement l'hygiénisation de la société rentre dans cette même logique. Voilà, c'est pourquoi j'appelais cela totalitarisme doux. Mais donc pour vous, tout ça était déjà en germe dans les années 70 ? Oui, je pense. Vous voyez, un de mes dadas théoriques qui est pas bien apprécié en France, c'est que nous sommes en train de quitter une époque qui est l'époque moderne. Hein. Je rappelle, j'aime les étymologies, que le mot époque signifie parenthèse. Hein. Ouais. Donc, il est en train de se fermer la parenthèse moderne, c'est-à-dire qu'il commence avec le cartésianisme, XVIIe siècle, avec Descartes, qui se développe avec les Lumières, philosophie des Lumières, qui trouve une concrétisation. Michel Foucault l'a bien montré avec les systèmes sociaux du XIXe siècle, et puis qui fonctionne jusqu'à la moitié du XXe siècle. Ça, c'est la modernité, avec quelques valeurs précises, l'individualisme, le rationalisme, le progressisme. Voilà mon dada. Hein, bien. Et est en train d'émerger autre chose que, faute de mieux, certains, je suis de ceux-là, appellent la post-modernité. Hein. Ouais. Je dis bien faute de mieux. Hein. Je rappelle que on voit le mot modernité sous la plume de Baudelaire qu'en 1848. Oui, donc on ne peut pas dire avec précision ce qui est en train de se passer. Et que dans le fond, ben voilà, c'est ce qui est en gestation. C'est-à-dire que depuis quelques décennies, on est en train de quitter ces grandes valeurs que je viens de dire. Et puis, ben voilà, il y a toute une série d'autres valeurs qui sont en gestation dans la société officieuse, pas dans la société officielle, qui, elle, reste sur ces valeurs modernes. Et c'est à partir de là qu'on peut penser qu'il y a des soulèvements qui puissent se faire. Donc, si on devait définir la postmodernité, ce serait quoi? C'est le règne du relativisme, de la fin de la croyance dans le progrès C'est plus complexe que ça. Moi, j'aime pas les coupures brusques. Hein. J'emploie une expression que j'emprunte à un sociologue américain qui s'appelle Sorokin, qui parle d'un processus de saturation. Ouais. La saturation en chimie, c'est quand les diverses molécules qui composent un corps donné, pour diverses raisons, ne peuvent pas plus rester ensemble, usure, fatigue, etc. Mais, dans ce même temps, ces mêmes molécules vont composer un autre corps. Voilà mon hypothèse. Alors, c'est-à-dire que bien sûr, ce n'est plus simplement l'individualisme qui va prédominer, ce qui était la grande marque du moderne, hein, cogito ergo sum, je pense, donc je suis cartésien. Mais au contraire, les tribus. Voilà, alors c'était mon dada, les tribus, voilà, j'avais fait tribu pour provoquer un tout petit peu à l'époque, hein, pour rendre attentif au fait que il y avait un nous en gestation. De divers ordres, hein. Dans les jungles de pierre que sont nos villes contemporaines, c'est des tribus sexuelles, musicales, religieuses, sportives, peu importe, qui Internet aidant... Numérique maintenant. Alors voilà, Internet aidant, vont se rassembler. Même si vous vous méfiez de l'illusion du numérique. Moi, c'est pas mon genre, puisque je suis un homme de la plume, mais d'une certaine manière, je pense qu'on ne peut pas faire l'économie du numérique. Hein. Ma définition de la postmodernité, tenez, je vais vous la donner, elle est un peu alambiquée, mais synergie de l'archaïque et du développement technologique, c'est-à-dire démultiplication des effets, archaïque, pas ce qui est dépassé, mais ce qui est arché, ce qui est premier,
et les réseaux, c'est-à-dire les tribus et Internet, pour dire vrai, voilà. Donc, non, je considère qu'actuellement, c'est sur les réseaux sociaux, les forums, les blogs, les Twitter et autres qu'est en train de se créer la nouvelle socialité post-moderne, voilà. Ouais, vous disiez que ce sont des outils de sédentarisation identitaire. Alors, disons que c'est quelque chose qui fait qu'on va retrouver en communauté, ce que j'appelle l'idéal communautaire, hein, c'est-à-dire alors que le côté un peu franchouillard de l'intelligentsia va parler de communautarisme, vous voyez, en disant c'est pas bien le communautarisme. Moi, je montre qu'au contraire, il y a du nous. Vous m'avez demandé les 3 valeurs. C'est le nous, c'est pas simplement la raison, mais c'est l'émotionnel, puisqu'on emploie ce mot qui est un néologisme. J'avais appelé cela la raison sensible, hein, c'est-à-dire la conjonction entre les sens et la raison. Et puis, ce n'est plus simplement le futur, le progressisme, demain on rasera gratis, les lendemains qui chantent, mais au contraire, une accentuation du présent, un peu l'instant comme étant une goutte d'éternité, si je puis dire. Voilà. Et voilà un peu, moi, mes 3 moments de ce qui est en train de se passer actuellement, en particulier chez ces jeunes générations, le nous, le fait qu'on veut partager des affects émotionnels, et en même temps, le fait que c'est au travers de l'instant, si vous voulez, qu'il y a une intensité dans les relations avec les autres. Mais en attendant les lendemains qui chantent, et du coup même les lendemains qui ne chantent plus, c'est le aujourd'hui qui déchante. Cette postmodernité, elle est quand même un peu triste, non, un peu difficile à vivre pour. C'est pas mon sentiment. Effectivement. C'est pas mon sentiment. Je considère que quand on sait regarder ce qui est et non pas ce qu'on aimerait qu'il soit, on se rend compte qu'il y a des quantités de rassemblements qui se font. Ces soulèvements juvéniles, les grands rassemblements musicaux de divers ordres, le fait que moi je vois dans mon quartier, chaque soir, au-delà du couvre-feu, les gens se rencontraient, des apéros multiples et divers. Chaque soir, il y avait des dîners ou des apéros, des trucs comme ça. Donc, non, je suis pas sûr qu'il y ait que ce soit morose. Je considère au contraire qu'il y a une forme de réenchantement du monde que la presse ne veut pas voir, que la presse ne sait pas voir, que les politiques ne veulent pas voir, que les experts ne veulent pas voir. Mais si vous voulez, leur discours est un discours qui est totalement abstrait. Hein, vous connaissez la formule de ce grand théoricien qui est Raymond DeVos. Hein, quand j'ai rien à dire, je veux que ça se sache. Et d'une certaine manière, c'est un peu cela qui est en jeu dans ce qui est le discours officiel. Mais si on sait... Moi, une de mes idées à l'époque, quand j'étais jeune, c'était repérer la centralité souterraine. Georg Simmel, un philosophe allemand qui m'a inspiré, dit il faut savoir quel est le roi clandestin d'une époque. Ce roi clandestin, pour moi, je le vois actuellement dans ces espèces de soulèvements, d'insurrections, peu importe le terme, si vous voulez, qui fait que cause toujours tu m'intéresses. Vous avez d'ailleurs une image assez belle, je trouve assez poétique à ce sujet. Vous parlez des paysages de montagne en disant que le familier des promenades en montagne, je vous cite, ne manque pas de remarquer que les beaux lacs ponctuant les hautes vallées alpines sont on ne peut plus calmes en leur surface. Mais leurs bas-fonds sont animés par de constants grouillements. De temps à autre, ces derniers apparaissent à l'extérieur sous forme de bulles géantes, troublant la quiétude du lac, bulles aussi soudaines qu'éphémères, disparaissant en effet pour renaître plus tard, quand le grouillement intérieur se fait à nouveau trop pressant. Oui, je vous remercie de citer ça, j'y tiens beaucoup. C'est une métaphore, mais qui en effet traduit ce qui est en train de se passer. Apparemment, tout est soumis. Apparemment, on se conforme d'une certaine manière. Et puis pour une ça bouillonne en profondeur. Il y a du grouillement, le grouillement culturel. Hein. Moi, je suis attentif. Quand il y a un changement d'époque, il y a un grouillement culturel, c'est-à-dire que continue à rester ces valeurs officielles, hein, encore une fois, qui sont transbahutées par les institutions, c'est-à-dire l'institué. Et en même temps, il y a de l'instituant qui pousse. Alors voilà, mon image des bulles comme ça serait cet instituant qui, de temps en temps, apparaît. Hein, vous voyez, puisque j'ai cité Sorokin, il dit, que pour parler de la saturation, je sale ou je sucre, je ne m'en souviens plus, un verre d'eau, et c'est le dernier grain qui fait que le verre d'eau est saturé. Hein, j'ai besoin des grains de sel ou de sucre. Pour moi, c'est un peu quelque chose qui est en jeu actuellement. Nous sommes au dernier grain de sel ou de sucre et qu'il y a une saturation par rapport à quoi? Par rapport à cette espèce de distanciation sociale, le port, ce que j'appelle de la muselière, les gestes barrières, qui sont tout simplement quoi, philosophiquement? C'est cette vieille idée et c'est ce que veut la caste au pouvoir actuellement, maintenir l'isolement. Maintenir l'individualisme, alors que vous avez compris, de mon point de vue, c'est le nous, les tribus, enfin peu importe, qui sont en gestation. Donc, il y a lieu d'être attentif à toute une série d'indices, index, hein, ce qui pointe. Moi, je repère une série de ces indices, et en bout de course, ça peut faire un lien. Il y a un lien qu'il est important d'avoir à l'esprit. Alors, vous avez été
fin analyste du phénomène des gilets jaunes qui depuis a été un peu éclipsé par le Covid. Pour reprendre votre métaphore, c'était peut-être quelques bulles qui revenaient à la surface ou pour reprendre votre métaphore de la saturation, la fameuse histoire des 80 km/h ou des taxes avait été l'élément perturbateur. Pour vous, malgré les quelques milliards jetés en aumône, le problème est toujours entier de ce point de vue? Oh oui, parce que, excusez-moi, pourquoi je dis ah oui d'une manière péremptoire. Moi, je fais des hypothèses, hein. Je tiens à préciser que on ne peut pas faire de la prophétie, hein, sur ce qui est en jeu actuellement. Mais disons qu'il y a une telle déconnexion entre les élites et le peuple, entre les élites et la vie de tous les jours, hein, de la vie quotidienne pour moi, puisque j'étais, mon centre s'appelait la vie quotidienne, hein, réfléchir un peu sur là. Il y a une telle distance, désaccord, etc., que, alors vous avez employé le mot, peu importe le terme, enfin, c'est pas les aumônes, c'est pas ce qu'on donne qui va calmer le fait qu'on ne se reconnaît plus dans l'élite. Vous voyez, on va le dire d'une autre manière. Cette grande dame de la pensée qui est Hannah Arendt, quand elle parle de l'idéal démocratique, qui s'élabore au XIXe siècle, montre que, dans le fond, moi j'ai une représentation philosophique, un ensemble d'idées, j'arrive à vous convaincre, et si vous êtes convaincu, vous me donnez votre voix, représentation politique, hein, représentation philosophique, représentation politique. Actuellement, qu'en est-il? Il n'y a plus de représentation philosophique, c'est-à-dire il n'y a pas de vrai corpus d'idées, et du coup, que se passe-t-il? Le processus d'abstention, qui est non négligeable. Moi, j'aime pas trop les chiffres, mais enfin, c'est 50% à chaque élection, à minima. Ce dont on ne tient pas compte, c'est les non-inscrits sur les listes électorales. Hein, ce qui fait que vous évacuez 70% de la population en état de voter quand il y a quelque élection que ce soit, un élu... Sauf la présidentielle, peut-être, qui échappe un petit peu à la règle encore. Oui, il faudrait voir. Il faudrait voir quant aux chiffres. De toute façon, les non-inscrits, non, ça n'échappe pas, ils sont non-inscrits. Et puis, même là, il faudrait voir les chiffres exacts, et c'est pas aussi certain que ce soit aussi important qu'on le dit. Mais un élu actuellement, excusez-moi, le locataire actuellement de l'Élysée, il a 10% de la population à peu près. Là, on n'est plus dans la représentation. Voilà pourquoi je dis, si vous voulez, que d'une certaine manière, on ne se reconnaît plus dans cette élite au pouvoir, qu'elle soit politique, journalistique ou celle des experts. Ouais, alors c'est un fil rouge qui traverse votre livre et même votre pensée. De ce point de vue, vous êtes un sociologue un petit peu atypique puisque en tant que c'est une profession dans laquelle on appartient plutôt à l'élite intellectuelle. En général, on ne prend pas le parti que vous prenez, qui est de souligner le divorce entre le peuple réel et le peuple légal. Une expression dont vous vous rappelez qu'elle vient de Pierre-Paul Royer-Collard et non pas de Charles Maurras. Oui, elle a été par après prise par Charles Maurras, qui l'a emprunté à Auguste Comte. Hein. J'aime beaucoup Auguste Comte, je suis montpelliérain, qui est mon compatriote, un fou un peu génial, mais qui avait fait une sociologie qui est plus lue du tout, mais qui est à bien des égards intéressante. Voilà. Et oui, en effet, il y a cette espèce de différence fondamentale, de désaccord. Je rappelle c'est régulièrement dans l'histoire qu'il y a quelque chose de cet ordre. Je parle de la sécessio plebis, quand le peuple se retire sur l'Aventin dans la République romaine parce qu'il ne se reconnaît plus dans le Sénat, tout simplement. Ou quand Machiavel, amusez-vous et pensez-y quand vous irez à Florence, fait la distinction entre la pensée du palais et la pensée de la place publique. Le Palazzo Vecchio est là, il n'est plus en accord avec la place publique. Et de mon point de vue, c'est quelque chose de cet ordre qui est en jeu. Alors, ma position a été, c'est vrai, assez marginale dans le milieu sociologique, peu importe. Comme j'étais titulaire de la chaire d'Urkheim à la Sorbonne, on n'osait pas trop me toucher, enfin, quoique. Mais enfin, bon. Mais ma position reposait sur une idée simple, weberienne, là, en la matière, le savant et le politique. Une distinction fondamentale. C'est-à-dire que dès le moment où vous voulez avoir une fonction de savant, c'est-à-dire écrire, comprendre les choses, etc., vous n'avez pas à vous engager politiquement. Et j'ai maintenu cette idée-là tout au long de ma carrière. C'est ce qui me fait dire que les penseurs, les gens qui rapportent quelque chose, sont des penseurs libres, voilà, et qui ne sont pas militants. Alors que de fait, je ne vais pas dire des chiffres, mais enfin, un nombre non négligeable de sociologues sont des militants, avant tout, hein, voilà, engagés politiquement ici ou là, etc. Moi, je considère que ce n'est pas ce qui était le propre de la vieille tradition universitaire. Pourtant, vous avez des mots assez durs sur tous les derniers mois qu'on a traversés. Il traverse aussi assez largement votre livre, la gestion du Covid. Vous parlez de... Votre premier chapitre est intitulé La perversion de la cité commence par la fraude des mots, dit Platon. Et puis, vous donnez beaucoup d'exemples de la mascarade généralisée, de beaucoup de perversion de la cité. Est-ce que
vous-même, vous n'êtes pas tombé dans cet écueil de confusion des ordres entre le savant et le politique. Ouais. Ou entre, pour reprendre Max Weber, entre l'éthique de conviction et celle de responsabilité. Vous pensez que c'est un peu trop politique, mon propos? Tout est politique, on vous répondra. Non, pour moi, la politique est devenue, vous voyez, la politique, c'est actuellement une antiphrase. Hein. La police, la ville, c'était la gestion de la cité, hein, dans la tradition grecque. C'est le politique. Voilà, le politique. Moi, j'étais disciple de Julien Freund, qui était un penseur sur le politique, en effet, et qui montrait que le politique était devenu le contraire de ce qu'il était à l'origine. L'origine, si je veux dire, la gestion de la cité. Et le politique est devenu le projet lointain. Et c'est ce qui est en jeu actuellement. Donc, je souligne ça. Hein, c'est-à-dire que, d'une manière, excusez-moi d'employer ces gros mots, mais phénoménologique, hein, c'est-à-dire des phénomènes, j'analyse des phénomènes, voilà. Je constate que ceux qu'on appelle actuellement les politiques sont toujours sur le lointain, le futur, et donc ils n'intéressent plus grand monde. Alors, est-ce que c'est polémique, mon propos? C'est vrai, mais c'est pas engagé. Voilà. Juste, je réagis. D'accord. Vous restez dans le champ intellectuel. J'espère. Et vous ne descendez pas dans l'arène partisane. J'espère. En tout cas, je ne voudrais pas donner cette impression. Voilà. Et alors, concernant le Covid, on a eu quand même une confusion effarante entre justement le savant et le politique. Le politique s'en est remis comme peut-être jamais dans l'histoire au savant. On se souvient de Emmanuel Macron il y a un peu plus d'un an qui disait un principe nous guide, la confiance dans la science, c'est d'écouter celles et ceux qui savent. Fin de citation. Ou encore l'été dernier quand il invoquait la rationalité des Lumières. Vous, j'imagine que ce genre de propos vous fait rire amèrement quand vous voyez que la science a été instrumentalisée par le politique. Oui, et quand on vient d'en rire, il faudrait en pleurer. Oui. Ma première réponse, déjà. Oui, je considère, d'une manière amusante, je crois que je le dis dans ce livre, qu'on se sert du mot science comme au Moyen-Âge on se servait de l'astrologie. Hein, c'est-à-dire pour justifier quelque chose, on faisait référence aux astres, là maintenant on fait référence à la science. C'est faux, disons que c'est un mot qui est galvaudé, c'est une incantation. Hein. Il suffit d'entendre en effet le politique, le président, les nombres de journalistes qui vont se cacher derrière le comité scientifique, je sais pas trop quoi, enfin tous ces trucs-là. Tout en ayant une conception eux-mêmes erronée de ce qu'est la science, puisque la science n'est pas une vérité. Ne sachant rien, voilà, enfin voilà, et que on n'est pas dans un moment où on peut se cacher derrière le politique, derrière la science pour faire de la politique la plus basse en quelque sorte. Voilà. Et donc dans mon analyse du Covid, je montre que c'est un peu quelque chose de cet ordre. Cette classe en perdition veut garder le pouvoir, c'est tout. Voilà. Hein, et, vous voyez encore, permettez-moi de faire référence à des vieux trucs que j'avais développés à l'époque. La distinction entre le pouvoir et la puissance. Le pouvoir, c'est l'institué. La puissance, c'est l'instituant, ce qui vient du bas. Et donc, on est dans un moment, quand ça marche, c'est bien, c'est la démocratie. Accord entre pouvoir et puissance. Hein. Et quand les deux s'éloignent, on est en situation de crise. Il y a une crise. À ce moment-là, comment dire cela ? Ce pouvoir qui veut maintenir son pouvoir s'appuie sur n'importe qui. Au Moyen-Âge, c'était la peur de l'enfer. Et c'était l'astrologie. Là, actuellement, c'est la peur de la maladie, dont on sait que, à bien des égards, c'est ça, il faudrait en parler. En fait, je veux dire, cette peur de la finitude est scandaleuse, puisque la finitude, c'est ce qui nous constitue. Hein, la mort, les sociétés équilibrées ont été des sociétés qui ont su gérer, homéopathiser, ritualiser la mort, hein, et que la peur de la mort n'empêche pas la mort, mais empêche de vivre. Voilà mon hypothèse. Moi, hein. Donc, d'une certaine manière, il y a actuellement ce pouvoir qui, pour se maintenir au pouvoir, c'est-à-dire pour maintenir quoi? Les grandes valeurs modernes, je rappelle, hein, l'individu enfermé en lui-même, je pense donc je suis. J'hésitais parce que la suite de la formule, c'est dans la forteresse de mon esprit. Donc, ils veulent maintenir cette forteresse, et dans le fond, c'est ces gestes barrières, c'est la muselière, etc. Et ça, c'est une vieille valeur moderne, alors que ce qui est en jeu dans la postmodernité, c'est être avec, tout simplement. C'est le nous. Trouvons des mots très simples, si vous voulez, pour rendre attentif au fait que toute société, le social, repose sur cet être ensemble, hein, c'est tout. Et que là, cette caste au pouvoir qui est en train de pressentir
que c'est fini pour elle, ben maintient ces mesures. Mais les combats d'arrière-garde sont les plus sanglants. On pressent que l'on a perdu, donc on est sanglant. Et les mesures sanitaires actuellement sont pour moi des mesures sanglantes d'une caste au pouvoir pressentant que son pouvoir cesse, et donc va exagérer, va accentuer cela. Voilà. Ouais. Du coup, si on vous suit bien, les derniers modernes sont dans la caste, en fait. Ce sont ceux qui sont au pouvoir. Alors que le reste du peuple est déjà à fond dans la postmodernité. Je le pense, c'est en particulier ces jeunes générations qui ne se reconnaissent plus, si vous voulez, dans les grandes valeurs du travail, de perdre sa vie à la gagner, c'est pas ça l'idéal de ces jeunes générations. C'était peut-être le fameux malentendu avec la génération Y. Je le pense, voilà, c'est ne plus perdre sa vie à la gagner et tout à l'avenant, si vous voulez. Et donc là, il y a un vrai désaccord. Le problème, c'est que c'était mon image de la saturation tout à l'heure. Hein. Pendant longtemps, on voit pas que le verre d'eau est saturé, si je puis dire. Hein. Et ce n'est qu'au dernier moment qu'on en prend conscience. Et pendant un moment, il y a ce que j'appelle, moi, la ruse. C'était une de mes idées. C'est-à-dire que cause toujours, tu m'intéresses, si je puis dire. Hein. Ça rentre d'un côté, ça sort de l'autre. Le quant à soi populaire, voilà. Et donc, actuellement, il y a apparemment, disons-le tout net, quand même une soumission. En particulier en France. Dans d'autres pays, c'est pas tout à fait le cas. Hein. Il y a les insurrections se manifestent un peu plus. En tout cas, en France, pour le moment, il y a apparemment une soumission. Mon hypothèse, hein, j'insiste, hein, mon hypothèse, c'est que voilà, le verre d'eau va être vite saturé et que on a toute une série d'indices qui le montrent, hein, index. Hein, on a toute une série de points qui sont là. Soyons-y attentifs à ces rassemblements juvéniles. Personne, on n'en parle pas ou très peu. Encore une fois, des lieux où l'on se rencontre et tout à l'avenant. Et cela, moi, me paraît important à souligner, et c'est ce que j'essaie de dire. Vous voyez, mon idée de base, c'est que au-delà d'une apparente soumission, il y a toujours une ruse, une duplicité. Qu'est-ce que ça veut dire, duplicité? On est double et dupe. Ouais. double et dupe. Voilà. Et pour moi, voilà, il y a cet aspect-là auquel il y a lieu d'être attentif. Et quand vous parliez des rassemblements juvéniles, ça fait écho aussi à un autre de vos dadas, qui est que le lieu fait le lien. Oui, alors là, votre côté situationniste. C'est vrai que je considère qu'il y a un espèce de retour au localisme, le territoire, le terroir. Et les politiques essaient de réutiliser ces mots. Oui. Hein, regardez quand même comment de plus en plus, alors que on dit les territoires maintenant, on dit plus la province ou les régions. C'est intéressant, vous voyez, c'est-à-dire que très souvent il y a des mots. René Char dit les mots savent de nous ce que nous ignorons d'eux, ils anticipent. Et donc de fait, oui, le fait qu'ils soient obligés d'employer le mot territoire ou terroir, alors que c'était l'extrême droite. Oui. Le terroir ou le territoire, c'était Maurassien, soyons clairs, etc. En tout cas, ou Barès, Barès ou Maurras, avant de dire Pétain, c'est un peu trop facile, mais disons qu'en tout cas, Maurras et Barès, c'était ça. Oui, et bien d'autres auteurs au début du XIXe siècle. Et donc, du coup, il est en train de revenir, ces expressions. Moi, j'ai traduit ça très simplement, un peu bêtement, je le reconnais, le lieu fait lien. C'est-à-dire que de fait, moi, je suis des Cévennes, dans mon pays, quand on parle loupaïs, chez moi, le pays, ben, c'est le canton, c'est les 3 villages autour, si vous voulez, où il y a le même type de culture, les mêmes mots du patois que l'on utilise, des manières d'être, si vous voulez, des solidarités, des entraides, des générosités. Voilà, c'est quelque chose qui va redonner à la nation cette idée de nascere, naître dans un lieu donné. Vous voyez, bon, c'est ça, moi, qui me paraît important. Et vous trouvez que c'est une vraie réalité sociologique et pas seulement une espèce d'affichage de bonne conscience localiste, un peu de citadins orphelins de sens, de bobos, on dit beaucoup, il y a un vrai mouvement qui va en ce sens? Ah oui, moi je le pense, et une vraie aspiration en tout cas. Je suis étonné en vous écoutant parce que, au contraire, ces bobos ne se rendent pas compte, si vous voulez. Moi, bon, j'habite Paris, j'aime Paris, c'est pas la question, hein. Mais on ne se rend pas compte, encore une fois, de cet aspect concret des choses, de cette concrétude dans le sens fort du terme, de cette vie quotidienne que l'on partage avec d'autres. Et c'est intéressant de voir. Alors, je sais pas si c'est sociologique ce que je dis. D'ailleurs, je m'en fous. C'est pas mon propos maintenant d'être. Je suis émérite, hein. Vous l'avez dit, c'est-à-dire à la retraite, tout simplement, en termes plus vulgaires. Hein, donc c'est pas non plus, je sais pas si c'est sociologique, mais je considère que ce que je dis nous permet de penser ce qui est en gestation. Voilà, et que de fait, il y a une autre manière d'être ensemble, pour le dire simplement. Les réactions vis-à-vis du Covid, ce qui était avant les gilets jaunes, ce qui sont ces rassemblements multiples et divers, de mon point de vue, traduisent cela, hein, traduisent le fait que il y a une lente sédimentation qui est en train de s'opérer, ou alors si on reprend l'image que vous soulignez tout à l'heure, un vrai grouillement
un vrai fourmillement culturel, et que, à l'encontre de la sinistrose habituelle, que je veux dire le catastrophisme ou la collapsologie, machin chose, etc., qui tente à dominer dans l'intelligentsia française, moi je m'emploie à faire ressortir cette sagesse populaire. Je crois à la sagesse populaire qui s'exprimera. Vous devancez ce qui était ma prochaine question. Un autre point qui vous classe comme sociologue iconoclaste, c'est justement que vous ne méprisez pas le bon sens populaire. Vous employez l'expression, vous la revendiquez même. Vous pensez qu'on l'a trop dénigré Bah oui, le peuple pue du cul. Non, là, excusez-moi, vous gommerez cette expression, mais fondamentalement, pas du tout, dans l'intelligentsia, il sent mauvais le peuple. C'est pour ça qu'on parle de populisme. Moi, je considère, et j'emprunte cela à Aristote et à saint Thomas d'Aquin, omnis autoritas a populo, c'est-à-dire toute l'autorité vient du peuple. Voilà. Ouais. Autoritas, ça veut dire ce qui fait croître. Voilà. Et que c'est ce que j'appelais la puissance, moi. C'est-à-dire que dès le moment où on est en accord avec cette puissance, avec cette autorité, ce qui fonde la vie sociale, fondamentalement, eh bien, ça marche. Voilà. Et que c'est plus le cas actuellement. Voilà. Et que, oui, alors, gardons cette idée de sagesse populaire. Qu'est-ce que c'est que la sagesse populaire? C'est pas simplement le pur rationalisme qui a prédominé depuis Descartes, la philosophie des Lumières, etc. Alors, bien sûr, les politiques utilisent les Lumières. Pour moi, elles sont devenues clignotantes, ces Lumières. Et par contre, il faut revenir à quelque chose d'antérieur, de beaucoup plus traditionnel, qui est cet accord entre les sens et la raison. C'est Descartes qui le dit, c'est Joseph de Maistre qui le reprend, le bon sens et la droite raison réunis. C'est ça la sagesse populaire, c'est pas autre chose. C'est-à-dire que moi j'avais écrit un de mes livres qui s'appelait Éloge de la raison sensible. Vous voyez, je veux pas tomber dans mépriser l'essence, ni la raison. Voyons clair. Je considère que la rationalité, ça c'est un paramètre de notre espèce animale. Mais quand cette rationalité est devenue pur rationalisme, ça a donné gauche et droite confondues. Ce qui est assez français. Oui. Alors, de fait, c'est cartésianisme, c'est la philosophie des Lumières, c'est Saint-Simon, les grands systèmes sociaux du 19e et tout à l'avenant. Mais, voyez, moi, je considère qu'il faut maintenir cette raison sensible. Et pas simplement le rationalisme. Et ça, c'est une sagesse populaire. C'est instinctif. C'est pas simplement, encore une fois, un morceau de l'individu, c'est-à-dire le cerveau, mais l'entièreté de l'être. En termes un peu plus savants, contemporains, c'est le holisme. C'est-à-dire, dans le fond, le fait que, holistique, voilà, il y a une entièreté, il y a le corps, il y a l'esprit. Et moi, tout mon travail depuis une 40aine d'années, et j'ai été critiqué là-dessus d'ailleurs, c'était de montrer cette espèce de liaison entre le corps et l'esprit. C'est ça la sagesse populaire de mon point de vue. Est-ce que vous trouvez que ça s'applique à ce qu'a traversé la science ces derniers mois? Vous fustigez une science tout à fait désincarnée qui n'est plus qu'une industrie soi-disant scientifique, ce qui donne une nouvelle caste, celle des scientistes, qui sont avant tout ce que l'on peut appeler des savants de commerce ou représentants de commerce, légitimant l'oligarchie en lui fournant les arguments, les éléments de langage, etc. La science, au départ, c'est avant tout l'observation. Et vous croyez pas qu'on a perdu une définition équilibrée de ce qu'est la science dans des dogmes théoriques, des illusions scientistes, justement, ces derniers mois dans le Covid, mais même plus généralement dans la réduction de la médecine à une technique, une technostructure? Alors, je vais vous chagriner. Moi, j'ai considéré, je l'ai dit, je l'ai redit, je l'ai écrit, que mon travail n'est pas scientifique. Voilà. Et même, je considère que c'est abusif de parler de sciences sociales ou sciences humaines. Voilà. C'est presque un oxymore. Disons que non. Si vous me permettez d'être un peu pédant, je rappelle que quand Claude Bernard parle de la science, il dit il faut aboutir à la taxinomie, c'est-à-dire mettre des lois en ordre. Pour mettre des lois en ordre, pour faire la taxinomie, il faut faire de la taxidermie, c'est-à-dire il faut que je fiche en quelque sorte mes insectes. Je ne peux pas ficher l'humain. Je ne peux pas le tuer pour après élaborer des lois. Donc c'est pour ça que j'ai dit, il faut laisser la science à ceux qui en sont les tributaires, les responsables, et moi je respecte, encore une fois, l'attitude scientifique. Pour ce qui concerne nos domaines, il faut avoir une connaissance. Différent, connaissance, c'est, vous voyez, encore une fois en latin, cum nascere, naître avec. La connaissance, ça veut dire, ça naît avec ce que cela décrit. C'est ce que j'essaie de faire.
Et il se trouve qu'on part du nom de science qui est légitime et honorable, soyons clairs. Hein. Moi, oui, vous n'êtes pas anti-science. Non, ça je respecte véritablement la science. Hein. Je dis tout simplement que non sunt dignus, je suis pas digne moi d'en faire, tout simplement parce que mon travail de longue durée, c'est pas de manier du chiffre, c'est d'essayer de comprendre ce qui est en gestation, de rassembler un certain nombre de phénomènes, et que ça, c'est pas scientifique. Alors que actuellement, vous avez compris, hein, c'est de la connaissance, hein, c'est-à-dire ça peut être rigoureux, ce n'est pas quantitatif. Voilà, oui, ce n'est pas quantifiable. Ça s'en rapproche au sens d'humilité face au réel, non? Alors oui, c'est-à-dire que bien sûr que dès le moment où on fait avec humilité, si on sait reconnaître l'humus dans l'humain, c'est une forme de connaissance qu'on peut dire scientifique si on veut. Hein. Voilà, moi je vais pas faire des fantasmes là-dessus. Hein, uniquement, je dis attention quand on entend la référence scientiste au comité scientifique, aux scientifiques qui sont censés parler. Il suffit de voir tous ces médecins qui vont sur les plateaux de télévision. D'ailleurs, c'est amusant, vont sur les plateaux. Hein, les plateaux, c'est le côté théâtral. Enfin, très souvent, sont rien moins que scientifiques, à bien des égards. Voilà. Donc, moi, je suis pas compétent pour en juger, mais il n'en reste pas moins qu'il faut être prudent sur cette utilisation à outrance d'une incantation. Vous voyez, quand on emploie un mot qui ne veut plus rien dire, c'est de l'incantation. Hein, mon image, c'est de dire, on ne parle jamais autant d'amour que dans un couple qui va se séparer. Voilà. Et actuellement, on ne parle jamais autant de science, alors qu'il n'y a pas véritablement de la science par rapport à ceux qui sont censés la gérer, en quelque sorte. Ouais. Moi, je préfère la dimension de l'expérience, hein, de fait. Moi, j'ai aucune compétence en médecine, mais ce que j'entends du professeur Raoult, c'est qu'il y a un côté d'expérience. Oui, c'est pour ça que je rappelais que c'était l'observation. Non, mais lui, il est scientifique. Et que le réel a été congédié il m'a écrit fort aimablement par rapport à ce livre, hein, d'ailleurs. Mais de fait, mais en précisant que moi, je suis pas scientifique, pour les raisons que je viens de vous dire, en respectant ceux qui le sont, bien évidemment. Mais le professeur Raoult se définit lui-même comme un littéraire contrarié. Oui, c'est vrai que par ailleurs, il a de la philosophie, heureusement d'ailleurs, et il le manie très bien. Il le manie très bien, puisque il connaît bien l'œuvre de Baudrillard, qui était un grand ami à moi, donc de ce point de vue, nous avons des points de vue proches. Effectivement, il le cite parfois, et vous le citez aussi d'ailleurs dans votre livre. Une dernière question, parce que malheureusement, il faut finir, même si c'est passionnant. Vous gardez un indéfectible optimisme, voilà, vous avez sur le lien communautaire, la capacité de l'homme, de la société à se réinventer, etc. Est-ce que vous n'avez pas peur d'être un peu accusé d'une certaine candeur, une certaine naïveté? Est-ce que c'est une question de tempérament? Est-ce que c'est vraiment la conclusion de vos années de recherche? Je n'aime pas le mot que vous venez d'employer, je vous prie de m'excuser. Je vous prie de m'excuser de l'avoir employé, mais je devrais poser des questions. On me le dit, je suis optimiste. Non, ça, ce sont des catégories morales. Moi, je suis fondamentalement amoral. Hein, donc la morale, c'est le devoir-être. En tout cas, dans votre travail, c'est Nietzsche qui dit la morale, c'est le devoir-être. Weber le reprend, alors que moi, je ne dis pas ce que doit être le monde, ce qu'il est. Donc, c'est pas de l'optimisme ou du pessimisme. Ma réponse, elle est simple. Ma position est réaliste. Hein. Réaliste dans le sens, encore une fois, puisque je l'ai cité une fois, d'Aristote ou de saint Thomas d'Aquin. Hein. C'est de lier des morceaux que l'on avait cru séparer, hein, rassembler ceux qui étaient épars de diverses manières, se rendre attentif au fait que c'est à partir du chaos qu'il y aura de l'ordre, hein, ordo ab chaos, etc. Bon, on peut trouver des quantités d'expressions de cet ordre. Ma position est réaliste, c'est-à-dire il faut savoir voir. Hein, je m'amuse à écrire savoir, c'est dire à voir, hein, et que le vrai savoir, c'est savoir. Vous avez un côté lacanien, jouer avec les mots. Oui, c'est vrai, peut-être. Mais Heidegger aussi utilisait les mots. Ben, moi, c'est un peu ça, ou Nietzsche. Merci beaucoup, Michel Fefezeli, de nous avoir accordé cet entretien essentiel. Je me permets de recommander votre livre L'ère des soulèvements aux éditions du Cerf, dans lequel vous montrez comment, je cite, le règne de la rationalité, la technicité et l'individualité agonise convulsivement sous nos yeux. Pour le meilleur et pour le pire, l'ère des révoltes a commencé et ne cessera pas avant longtemps. Alors espérons que le monde qui meurt sous nos yeux accouchera d'un monde meilleur. Dans ce livre, vous êtes très policé, mais parfois sévère, notamment, y compris avec notre président Emmanuel Macron. Vous vous rappelez la phrase de l'Ecclésiaste, « Malheur à la ville dont le prince est un enfant ». C'est un livre plaisant à lire, savant mais accessible. Et je vous remercie beaucoup de nous l'avoir présenté sur le plateau de France Soir. Merci bien. Merci à tous d'avoir suivi cet entretien essentiel. Et à bientôt sur francesoir.fr. Au revoir.